Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qui a dit que les Congolais avaient montré peu d'intérêt aux travaux des concertations nationales qui viennent d'avoir lieu à Kinshasa il y a quelques semaines? Cette allégation semble être battue en brèche, sinon démentie par l'impatience que de plus en plus montrent les Congolais de voir arriver enfin très vite le jour où le chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange, va s'adresser à la nation via le congrès du Parlement. En tout cas, plus ou moins 72 heures nous séparent de cet événement en détail. Et les Congolais retiennent en tout cas leur souffle. Nous ne sommes pas dans le secret du chef de l'État, mais tout de même, dans cette édition des Nouvelles Donnes, on va tenter de percer ce mystère avec quelques tentatives d'éclairage. Déjà en plateau, nous avons le plaisir et l'avantage d'avoir le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci, comme à chaque fois, de répondre à l'invitation des téléspectateurs. Je vous ai entendu, je vous ai compris. Dixit Joseph Kabila Kabange. Monsieur le ministre, devinette pour vous, quelles seraient les premières mesures fortes, décisives, qui seront annoncées par le chef de l'État le jour J venu? Je n'ai pas l'habitude de jouer aux devinettes, cher ami. Je préfère parler de choses réelles. Le président, après avoir reçu le rapport général des concertations nationales, a eu ces mots: je vous ai entendu, je vous ai compris. On peut supposer qu'il puisera dans ce rapport général qui a touché à tous les domaines de la vie nationale, à toutes les préoccupations des Congolaises et des Congolais, les points centraux qui vont lui inspirer des décisions, des propositions, des assignations qu'il va donner aux institutions, puisqu'il est la première d'entre elles, et dont nous prendrons connaissance ce mercredi. C'est une question de quelques heures seulement. De là à se lancer dans un jeu de devinettes, ça ne ferait pas sérieux pour un gouvernement. N'importe comment, monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, les Congolais s'attendent à un remaniement, et on entend dire des commentaires ça et là, même du côté de certaines franges de l'opposition, et il a pris part à ces concertations nationales, allégué qu'on va avoir droit à un gouvernement de consensus. Je crois que sur ce point, je n'ai pas à craindre de m'avancer, parce que le président lui-même a donné une partie de la réponse. Il a rappelé son engagement de 2011, lorsqu'il a prêté serment, lorsqu'il a été investi, d'ouvrir son équipe à tous les Congolais, quelle que soit leur obédience politique, leur appartenance philosophique, qui partagent avec lui la passion du Congo. Il s'est dit heureux de voir les concertations le rejoindre dans cet engagement. Et donc on peut supposer qu'effectivement, oui, une ouverture aura lieu, elle va être annoncée, puis elle va être réalisée. Quand est-ce que cette réalisation interviendra? Là, je suis obligé de dire comme vous que je ne suis pas dans le secret des dieux. Monsieur le ministre, vous parlez des gouvernements d'ouverture, il y en a d'autres qui parlent des gouvernements de large ouverture. Encore, on ajoute que ça sera un gouvernement des consensus, c'est-à-dire que ce gouvernement-là va gérer le pays par consensus. Large ouverture ou ouverture, bon, c'est une façon de voir les choses, mais ce sera une ouverture. Elle a été jusqu'à présent réelle. Nous avons eu 2 ministres dans l'équipe gouvernementale, c'est une ouverture. Peut-être pour d'aucuns ce n'est pas suffisamment large, peut-être qu'on va élargir, c'est-à-dire ouvrir davantage, c'est ce que ça veut dire, mais nous sommes toujours dans l'ouverture. Gouverner par consensus,
À vrai dire, lorsqu'on jette un coup d'œil sur notre Constitution, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En réalité, on gouverne conformément à la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a adhésion de certaines forces qui n'étaient pas jusque-là dans la vision du président vis-à-vis de cette vision du président. C'est cela que l'ouverture veut dire. Mais si les gens voient les choses autrement que cela, il faut aller chercher l'information ailleurs. Le président a parlé d'ouverture en 2011, il a reparlé d'ouverture lors de son discours de clôture des concertations. Il faut absolument s'arrêter là et pas aller fouiner beaucoup plus loin des définitions que personne n'a retenues, ni dans les concertations, ni dans le discours du président. Est-ce qu'il y aura remaniement, monsieur le ministre? Ou réaménagement technique? Mais ça dépend du président. On dit qu'il y aura une ouverture. Est-ce que c'est dans le sens d'un remaniement? Est-ce que c'est dans le sens d'un simple réaménagement? C'est le président qui détient la décision. Qui viendrait vous dire qu'il contrôle mieux que le président lui-même la nature ou le volume des changements qui vont intervenir? Vous mentirez. Il n'y a personne qui est le président à part le président lui-même. Est-ce que le Premier ministre, chef du gouvernement, viendrait de l'opposition, monsieur le ministre? Je doute fort, sans être dans le secret des dieux, mais je doute fort, le président ayant déjà fait état de sa volonté de maintenir le strict respect des dispositions constitutionnelles. Dans la Constitution, il est stipulé que le Premier ministre est désigné dans la majorité. Donc, je ne vois pas le président faire autre chose que ce qui est inscrit dans une Constitution qu'il a juré de respecter. Est-ce que pour les restants du quinquennat présidentiel, on parlerait d'un programme minimum qui serait exécuté par un autre gouvernement que celui de Matata? Vous savez, il faut éviter de personnaliser les choses. Nous avons un programme, c'est celui sur lequel le chef de l'État a été élu. Nous l'avons articulé, nous l'avons présenté devant le Parlement, après avoir eu bien sûr l'aval du président de la République, et donc que ce programme a 5 ans pour être exécuté. Quelles sont les personnes qu'il appelle à l'œuvre pour cela? Ça dépend de lui. Il ne faut pas ergoter sans fin sur la volonté du président. Il va l'exprimer parce qu'il a promis de s'exprimer là-dessus. Mais jusque-là, nous ne savons pas à qui ou avec qui il compte poursuivre cette œuvre qu'il a entreprise. C'est lui le détenteur du programme, c'est lui le détenteur de l'impérium, et c'est lui qui va décider de ce qu'il fera. Il vaut mieux, encore une fois là, attendre, sans spéculer indéfiniment sur tel ou tel autre individu. Monsieur le ministre, on sait que le gouvernement auquel vous appartenez, le gouvernement Matata, s'emploie depuis à exécuter les 5 chantiers de la République selon la vision du chef de l'État. Est-ce que c'est à tort ou à raison que ceux qui ont participé, ont pris part aux concertations nationales, dont on connaît déjà les recommandations, constitueraient un autre programme d'action? Nous ne sommes pas allés aux concertations pour nous substituer au président de la République. Il faut bien retenir cela. Et le président a rappelé sa satisfaction de voir les concertateurs décider de respecter les institutions de la République. Or, dans la Constitution, c'est le président de la République qui défend une vision devant l'électorat, le corps électoral. C'est le seul qui est élu au suffrage universel direct. Sur base de cette vision, il a mis en œuvre le programme que vous appelez les 5 chantiers de la République, que nous exécutons au niveau du gouvernement. Donc, je ne vois pas comment les concertations peuvent avoir quoi? Donner à la nation un autre président avec une autre vision? Non, là n'était pas le but des concertations. C'était, arriver à consolider la cohésion nationale face à un danger qui nous vient de l'Est. Vous n'en avez pas encore parlé. C'est ça le premier objectif des concertations nationales. 2, permettre aux institutions d'œuvrer le plus harmonieusement possible dans l'unisson à l'accomplissement du bonheur du peuple, tel qu'il est conçu dans les programmes de celui qui a aujourd'hui la confiance du peuple, c'est-à-dire le président de la République. Tous nous avons répondu à l'appel de celui qui a la confiance du peuple. Donc, on n'est pas allé là-bas pour désigner une autre source, d'une autre vision. Ce n'est pas cela que nous sommes allés faire.
Quelle serait la place de toutes ces recommandations à côté de la révolution de la modernité, monsieur le ministre? Je n'ai pas vu, moi, des recommandations qui s'écarteraient de la nécessité de moderniser notre pays tel que le président l'a ressenti et l'a mis en œuvre depuis qu'il a été élu et réélu. Je n'ai pas vu d'objection à cette révolution de la modernité. Je n'ai pas vu de programme qui consisterait à nous faire régresser. Tout a été fait pour accélérer justement cette modernisation du pays. Donc, on a été vraiment sur la même longueur d'onde. Le président l'a ressenti, il a même exprimé sa satisfaction pour cela. Monsieur le ministre, vous-même, vous avez vu une part active à ces concertations nationales. De quoi y retourner exactement s'agissant de l'option levée concernant les recensements généraux, les recensements scientifiques? Je pense que ce qui a été retenu, c'est qu'on ne peut pas aller à une élection sérieuse sans ce décompte de la population qui permet notamment de dessiner la cartographie électorale. Une circonscription qui a 2 millions d'habitants ne sera pas traitée de la même façon par l'administration électorale qu'une autre qui n'a que 100 000 habitants. Donc il faut mieux connaître le nombre des habitants, c'est un préalable, c'est l'opposition qui a amené ce préalable, elle a convaincu tout le monde, et nous sommes venus à la conclusion qu'il fallait au minimum un recensement administratif. Vous savez, le recensement scientifique, c'est assez laborieux, mais le recensement administratif, celui que réalise un ministère de l'Intérieur, qui permet d'établir l'état civil de la population, qui est qui habite où, qui est congolais, qui a droit à la carte d'identité congolaise, et qui précède la distribution de ce sésame pour toute administration électorale, qui est la carte d'identité congolaise. Je pense que c'est un préalable qui a été convenu que pour le prochain exercice électoral, le prochain cycle électoral, on a demandé au gouvernement de faire en sorte que le prochain cycle électoral soit absolument précédé par un recensement administratif, par la mise en ordre de l'état civil, par la délivrance de la carte d'identité nationale. Et on comprend la pertinence de cette recommandation. Les recensements qui devraient être organisés en quelle année? Le recensement doit être organisé. Je sais qu'aussi 2014, comme on a entendu. Aussi bien le ministre de l'Intérieur que le ministre du Plan pour le recensement général sont occupés, ils ont déjà commencé. Je peux dire qu'ils ont déjà commencé. Il y a eu du matériel présenté il n'y a pas longtemps au ministère du Plan pour le recensement. Il y a eu des véhicules qu'on a présentés. Il y a un service au ministère de l'Intérieur qui a déjà été mis en place. Je pense que c'est l'organisation de l'identification de la population. Donc ça n'a pas attendu que nous allions aux concertations. Mais je pense que les concertations ont ceci d'intéressant qu'elles ont demandé que soit accélérée la réalisation de ces devoirs-là. Monsieur le ministre, vous dites bien que ce projet a été amené sur la table des concertations nationales par l'opposition. Absolument. La primauté du recensement avant tout renouvellement du cycle électoral a été amenée sur la table par l'opposition, je peux l'affirmer, j'étais là. Oui, mais entre-temps, une autre frange de la même opposition congolaise n'a pas pris part à ces concertations nationales qui a monté sur pied ce qu'on appelle là-bas la coalition pour les vrais dialogues. Ils voient un subterfuge pour prolonger le mandat du chef de l'État en exercice. Mais qu'est-ce qui pourrait vous étonner, cher ami? Ils n'ont pas participé aux concertations. Donc ils peuvent bien ignorer ce qui s'est dit là-bas et ils sont en train de ramer totalement à contre-courant. On dirait qu'ils ne sont plus une opposition pour proposer des alternatives au pays. Ils sont une opposition pour descendre en flammes tout ce qui se fait dans le pays. À ce moment-là, on ne peut rien construire avec des gens comme ça. Il est difficile d'envisager quelque chose de positif avec des gens qui attendent que vous preniez l'initiative pour la descendre en flammes. Lorsque nous préparions les concertations et que le président les y avait très aimablement invités, ils ont dit qu'ils ne viendraient pas aux concertations parce que lors des concertations, on allait parler de l'article 220, alors que selon leur point de vue, on ne pouvait pas toucher à l'article 220 qui est totalement intangible. D'accord avec eux, nous sommes allés aux concertations, nous n'avons pas parlé de l'article 220.
Nous n'avons pas touché à l'article 220, sauf pour dire qu'on ne peut pas y toucher, parce que c'est une disposition intangible. Et lorsque nous sortons des concertations, j'en ai vu un qui a dit qu'il était furieux parce qu'on n'a pas parlé de l'article 220. Alors finalement, vous comprenez que c'est des gens qui n'ont plus rien à vendre à notre peuple, au lieu de parler des problèmes réels qui, aujourd'hui, assaillent notre peuple, des problèmes de sécurité, les problèmes de développement, le problème de faim, le problème des maladies. Ils sont en train de nous distraire avec des problèmes qui n'en sont pas. Vous avez vu tout le bruit qu'ils ont fait, toute l'énergie qu'ils ont développée à aller à la chasse d'un ennemi invisible, la fameuse révision de la Constitution. Et on leur disait que ça n'aura pas lieu. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de justifier leur absence de concertation. Et maintenant, ça devient des histoires de prolongement des mandats, etc. Mais le mandat d'un président ne peut être modifié que par la Constitution. Tout le reste, ce sont des problèmes purement factuels, purement techniques. On ne peut pas en discuter 3 ans avant. Qui leur a dit qu'on n'aura pas une élection en 2016? Pourquoi faire des procès d'intention? Attendez que le problème se présente et surtout dites-nous comment nous allons éviter cela. Parce que la nation, c'est un tout. Tous les députés, tous les partis politiques doivent converger pour apporter des projets de solutions. Si vous avez des craintes qu'il y ait des retards dans le processus électoral, dites-nous comment nous pouvons éviter cela. Nous avons encore 3 ans. Au lieu de venir dire non, nous savons que ça n'aura pas lieu. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'un élu? Non. En fait, ils n'ont rien à dire et ils s'amusent à essayer d'ironiser sur n'importe quoi. Essayer de jeter le discrédit sur toutes les initiatives qui seront prises. On ne construit pas un pays avec un esprit comme celui-là. Monsieur le ministre, vous dites, vous, que cette France de l'opposition est en train de vous distraire. Oui, et il distrait le pays. Pas nous, parce que nous savons bien ce qu'ils veulent. Mais il distrait l'opinion publique congolaise. Il distrait les Congolais des vrais problèmes qui se posent aux Congolais aujourd'hui, qui sont des problèmes de sécurité, qui sont des problèmes de l'agression du Rwanda. C'est comme si ces gens voulaient nous amener à penser à autre chose plutôt qu'à penser aux vrais problèmes que nous avons. Alors qu'eux, en revanche, ils disent que les concertations nationales auront été une grande distraction, que après concertation nationale égale concertation nationale. Vous dites quoi? Je crois que vous avez eu le constat contraire lorsque vous avez ouvert cette émission, cher ami. Ouais, vous avez dit que jamais événement... J'entends ce qui s'est dit au sein de l'opinion. Donc ça dément ce qu'ils disent. Jamais événement n'a autant mobilisé les Congolais depuis des années. C'est comme la veille de l'indépendance avec la table ronde de 1960. Je sais qu'il y a des gens du PNP, il y a des gens dans la force publique comme le général Janssens. Tiens, voilà un ancêtre pour eux, qui dit avant indépendance égale après indépendance. On a vu ce que ça a donné. Eux maintenant c'est avant les concertations égale après concertation. Demandez à n'importe lequel des Congolais qu'ils vous disent qu'avant l'indépendance égale après indépendance. Ce n'est pas la vérité. Qu'on vous dise aujourd'hui qu'avant les concertations égale après les concertations, et sur base de quoi? Puisque le président n'a même pas encore donné les conclusions des concertations. Donc vous voyez que c'est le ritualisme. Ils ont déjà leur idée, tout détruire, et sans même attendre qu'on vous serve un plat, vous dites il est mauvais. Mais attendons mercredi. Attendons ce que le président de la République va dire, avant de savoir si avant les concertations égale à après les concertations. Il y a donc de la mauvaise foi. C'est cela que ça s'appelle en français. Oui, mais tout de même, monsieur le ministre, entre-temps, les mêmes, ils demandent de capitaliser les recommandations des concertations nationales. Qui n'ont rien produit. Vous me laissez aller au bout de ma phrase, monsieur le ministre? Une petite remarque, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Des concertations qui n'ont rien produit, mais dont il faut capitaliser quoi? On capitalise le vide. Quelque chose qui n'a pas été produit. Donc vous voyez eux-mêmes comment ils se contredisent. Ils ne savent plus où aller. Il faut revenir parce que le président a estimé que la possibilité existe, que même le train, si le train est en marche, on peut le prendre. C'est possible. Alors il faut arrêter de prendre des Congolais pour des canards sauvages. Il faut rejoindre la dynamique. C'est ça le progrès. Alors il faut capitaliser les recommandations des concertations nationales, mais qu'il faut aller au deuxième round avec eux.
Ce n'est pas prévu, il n'y a pas de deuxième round. Un pays ne Avec s'arrête pas. et la MONUSCO, la communauté internationale est comprise. Ridicule. Qui leur a dit que la MONUSCO leur a demandé cela? La MONUSCO n'a aucune prétention à cet égard. La MONUSCO n'a aucun devoir à accomplir à cet égard. La MONUSCO est en train de jouer son rôle correctement au Kivu. La MONUSCO joue son rôle diplomatique. Après tout, la MONUSCO, c'est des étrangers. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec une concertation qui ne concerne que les nationaux? Il y a un problème de définition de la situation. Il y a un moment où vous entrez dans votre chambre conjugale avec votre femme, le voisin n'a pas à être là. Il faut être un peu digne. Voilà ce que je peux dire à ces messieurs. Lorsqu'ils parlent de MONUSCO, de Mary Robinson et tout ça, ça n'a rien à voir avec une action domestique que nous faisons. Il y a un moment, il y a un niveau où ces gens peuvent intervenir, mais pas à tous les moments, pas à tous les niveaux. Soyons quand même Congolais, fiers de l'être et responsables. Alors, les concertations nationales, on va dire, le point focal en a été l'appel du chef de l'État à la cohésion nationale, au renforcement de la cohésion nationale face à l'agression dont notre pays est victime à l'est du pays. Entre-temps, à Kampala, on a repris les pourparlers là-bas, mais on leur avait donné 14 jours par les sommets des chefs d'État de la CIRGL. Les 14 jours sont largement dépassés. Monsieur le ministre, ça coince. Hein, alors qu'on disait que c'était les rounds de la dernière chance, l'ultime étape, monsieur le ministre. Oui, ceux qui étaient optimistes pensaient que c'était le round de la dernière chance. C'était mal connaître à qui nous avions affaire. Nous avons un interlocuteur qui est fictif en face de nous. Nous avons accepté de nous asseoir en face de lui par respect pour ce que représente la communauté internationale pour la région des Grands Lacs, dont les chefs d'État nous ont demandé d'aller les écouter. Mais c'est des fictifs. La réalité de l'agression contre la RDC est à Kigali, et Kigali est absent de ce round de Kampala. Donc, quoi que nous fassions avec le M23, il va falloir que Kigali apprenne à vivre le voisinage avec la RDC dans un contexte civilisé. Que Kigali apprenne à être un sujet du droit international comme un autre. Ils ne se prennent pas pour le nombril de l'univers qui peut aller chez le voisin, cueillir sans contrepartie et trouver des discours pour justifier des actes barbares comme ceux qui sont en train de se commettre. Donc, nous avons en face de nous le mauvais interlocuteur à Kampala. C'est ça la raison pour laquelle nous n'en finissons pas de finir. Ces contacts, c'est le mauvais interlocuteur. Mais puisque c'est des Congolais, nous pensions les amener à plus de rémission, à accepter de faire en sorte que nous parvenions à leur désarmement sans nécessairement un prix élevé en vies humaines, et de leur côté et de notre côté, quitte à ce qu'avec le Rwanda, nous terminions sur le volet diplomatique, mais là, il y a un entremêlement, il y a une imbrication telle qu'on ne sait plus faire la part des choses entre le M23 et le Rwanda. Toutes les revendications que le M23 a articulées au cours de ces dernières semaines sont des revendications à 100% rwandaises. On n'a pas trouvé ces fameuses revendications de populations soi-disant rwandophones avec lesquelles nous vivons en pleine intelligence, comme des compatriotes, mais des revendications purement rwandaises. Qu'est-ce que les FDLR ont à voir avec la communauté rwandophone du Kivu? On ne voit pas très bien ce que les FDLR ont à voir avec ça, mais ils insistent sur les FDLR. Donc vous voyez bien que nous avons en face de nous une ombre, et que nous avons, peut-être à cause de la CIRGL, peut-être à cause des manœuvres du Rwanda, évité de parler, on a évité de nous mettre en face de la véritable proie, de la véritable source de l'agression que nous subissons. Monsieur le ministre, sur ce point, l'argumentaire que vous développez, c'est ce qui vous fait dire, vous, désormais, le gouvernement de la République, peut-être qu'on va dire que votre position a évolué, lorsque vous dites, vous, le porte-parole du gouvernement, que désormais le gouvernement partage le sentiment de ceux des Congolais qui n'en entendent plus grand-chose de ces pourparlers de Kampala. Bien sûr, nous avons de plus en plus de doutes. Le dire, ce n'est pas remettre en cause notre engagement auprès de la CIRGL de continuer à parler avec les supplétifs du Rwanda, que sont les M23. Mais nous disons qu'effectivement, il y a peu d'espoir à parler à un supplétif alors que son maître n'a pas changé d'attitude.
C'est tout à fait inutile. C'était votre position du départ. Il signerait une conclusion avec nous. C'était votre position du départ. Mais c'est toujours la même position qui reste. Nous constatons que nous avions eu raison. Absolument. Et vous avez tort de négocier non, avec les supplétifs. Mais je n'ai pas dit que cela remet en cause notre décision de faire droit à la demande des chefs d'État africains de la CIRGL. J'ai dit que ça ne remet pas en cause cela. Nous assumons cela. On nous a demandé, nous avons dit oui, mais sans trop y croire. Et nous constatons aujourd'hui que nous avions raison de ne pas trop y croire. Et nous espérons que nos partenaires vont accepter enfin de mettre la pression là où il faut, le Rwanda. C'est le vrai problème. Alors vous n'en entendez plus grand-chose pour parler de Kampala. Qu'est-ce qui se passe après, juste après? Mais ce qui se passe, c'est que nous avons identifié 8 points sur lesquels nous avons pu trouver un agrément. Vous avez constaté l'échec. Et 5 points sur lesquels il n'y a pas d'agrément, donc on constate un échec. Mais nous n'avons pas dit... Ce qui se passe après? Ce qui se passe après, nous venons de suspendre. Le ministre est rentré avec sa délégation, mais nous avons laissé la porte ouverte, s'il y a une évolution, que l'on puisse continuer à rechercher une conclusion. C'est ça qui va se passer. Vous confirmez le retour à Kinshasa, la délégation du ministre Tshibanda? Ils sont rentrés tôt ce matin. Ils sont rentrés. Voilà. Constat de carence. Absolument. Et vous attendez quoi maintenant de la part de Mme Robinson et Martin Kobler est à New York au moment où nous faisons cette émission? Tout ce que nous attendons, c'est la mise en œuvre des décisions que nous avons prises ensemble avec le Rwanda et 9 autres pays de la CIRGL à Addis Abeba. Tout ce que nous attendons, c'est que les Nations Unies s'impliquent dans la mise en œuvre de la résolution 2098, dont on a freiné la réalisation, dans l'espoir peut-être que Kampala allait permettre d'économiser certains coûts, notamment des coûts en vies humaines. Il faut revenir à ces 2 résolutions qui contiennent, en ce qui nous concerne, la bonne solution. Monsieur le ministre, bon, ce qui coince l'amnistie, vous dites l'amnistie au cas par cas, la facilitation et les supplétifs, ils disent non, l'amnistie est générale. Inconditionnelle et globale. Oui. Impossible d'accepter. Aucun pays au monde ne le fait. La communauté internationale l'interdit même. Et là, nous avons quand même l'appui des Nations Unies. Ce n'est pas au Congo qu'on va commencer à faire cela, à primer des criminels au lieu de les envoyer devant la justice. Des criminels auteurs de crimes qui sont jugés de manière tout à fait délibérée, inamnistiable, non amnistiable par la communauté internationale. Le Congo se mettrait comme ça au banc du monde civilisé, en acceptant que des crimes non amnistiables soient amnistiés. Il n'y a aucune raison qui pourrait nous pousser à faire cela. Alors il y a un autre point de désaccord, c'est l'intégration au sein de l'armée. Il est impossible qu'après avoir publié des lois qui concernent les conditions de recrutement au sein de nos forces armées, que nous puissions les violer de manière délibérée comme ça pour faire plaisir à qui? À quelqu'un, à un pays qui nous a agressés? C'est impossible. Nous savons qu'il y a dans le M23 des compatriotes qui n'ont pas à se reprocher ces crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Nous savons qu'il y a au sein du M23 des jeunes gens qui sont physiquement aptes, qui savent lire, qui savent écrire, autant de conditions que l'on exige maintenant pour entrer dans l'armée ou accéder à certaines responsabilités au sein de notre armée. Donc il va falloir vérifier que chacun de ces gens-là remplit ces conditions et vérifier que ceux qui sont auteurs de crimes, qui les mettent hors de toute possibilité d'être recrutés dans l'armée, sont en dehors de l'armée. Ça aussi, personne ne nous fera changer d'avis à ce sujet-là. Sinon, nous allons nous donner une armée qui est contre justement la paix, une armée qui va être une raison même que la paix puisse être perturbée à tout moment. Monsieur le ministre, pourquoi vous insistez sur le fait que parmi ces gens-là, ceux qui seront intégrés doivent l'être loin de la zone des conflits à l'est du pays? C'est la loi congolaise et c'est même en réalité l'ABC de toute armée. On sert dans l'armée partout où on vous demande de servir. Vous êtes belge, on vous recrute dans l'armée, votre armée est en mission au Kosovo, on vous envoie au Kosovo, vous y allez. Vous ne dites pas je dois rester à Anvers parce que j'ai des cousins à Anvers, sinon on va venir les malmener. Ça n'existe pas, vous allez en prison. Donc ce n'est pas au Congo qu'on va inventer une armée qui est en quelque sorte communautarisée. L'armée de telle tribu, l'armée de tel groupe, le pays ne survivrait pas à cela.
Donc ce n'est pas ici qu'on va commencer cela. Il faut que ceux qui ont cette idée-là, même dans certains gouvernements proches de nous, qu'ils oublient cela. Ceux qui ne font pas chez eux, on ne viendra pas le faire en République démocratique du Congo. Alors que vient faire sur ces entrefaites Madame la Sud-Africaine Zuma à Kinshasa, présidente de la Commission permanente de l'Union africaine? Vous vous souvenez que l'accord cadre a été adopté à Addis Abeba sous les auspices de l'Union africaine. Et donc, Madame Zuma est, avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, parmi les garants, c'est les deux principaux garants, avec la CIRGL bien sûr, de cet accord cadre d'Addis Abeba. C'est à ce titre de garante de l'accord cadre d'Addis Abeba qu'elle vient, elle fait sa tournée dans les pays qui sont principalement concernés par la mise en œuvre des décisions qui ont été prises dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour pousser la mise en œuvre de cet accord. Et nous avons été très très heureux de pouvoir l'accueillir à ce titre. Monsieur le ministre, en traitant les M23 sur le dernier développement de la situation militaire sur les théâtres des opérations, demande au FARDC, l'armée régulière, de se retirer du dernier redéploiement du temps dans la zone, la zone à lui, les M23 là. Vous dites quoi? Comment ça peut se passer dans un pays souverain que la RDC, une rébellion qui demande à l'armée régulière de se retirer d'une position quelconque, quelque part? Vous comprenez bien que nous sommes en face d'une provocation délibérée. Vous comprenez aussi bien que ce n'est pas une demande qui vient du M23, c'est une demande qui vient du Rwanda. Ah bon? Et ça nous permet d'envisager le pire que nos amis de la société civile du Nord Kivu dénoncent régulièrement, une volonté de démembrement ou de balkanisation de la République démocratique du Congo par le Rwanda. C'est très clair. Quand un pays voisin demande qu'une armée se retire d'une partie du territoire d'un pays voisin, c'est qu'il y a quelque chose, une sorte de fixation sur ce territoire. Je voudrais en revenir à Mme Zuma, avec laquelle nous avons eu une séance de travail ce matin au ministère de la Défense, et qui a tenu à rappeler certains fondamentaux de l'accord cadre. Elle a tenu à rappeler que, le M23 doit se démobiliser. Donc quand le M23 parle de FARDC, doit se retirer de telle position, il est totalement en deçà de ce qu'on lui demande. Le M23 n'a plus d'existence acceptée ou acceptable par la communauté internationale comme groupe armé. Tout ce qu'on lui demande, ce n'est pas de lancer des ultimatums à qui que ce soit, c'est de déposer les armes et de revenir à une vie civile normale. Ceux qui n'ont pas des problèmes de justice peuvent créer un parti. Ceux qui remplissent les conditions de l'armée déposeront leur candidature et les recruteurs des FARDC vont vérifier s'ils remplissent les conditions pour entrer dans l'armée. Voilà tout ce qu'on demande au M23. Madame Nkosazana Dlamini Zuma nous l'a rappelé aujourd'hui au cours de la séance de travail que nous avons eue. Elle a rappelé aussi certains engagements du voisin rwandais, notamment le fait que des personnes qui ont fait des rébellions au Congo, qui se sont retrouvées là-bas, ne peuvent pas être soutenues par le Rwanda. Il a pris cet engagement et elle nous a rappelé tout le dispositif de l'accord cadre et on a constaté que seule la RDC accomplissait sa part et que d'autres pays comme le Rwanda ont cessé de violer délibérément cet accord. Impunément, vous voulez dire? Impunément, et c'est ce que nous avons dit à l'Union africaine, c'est ce que nous disons aux Nations unies, qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas de signer des accords, il ne s'agit pas simplement de promulguer des résolutions, encore faut-il aller jusqu'au bout, encourager ceux qui les respectent et désillusionner ceux qui ne les respectent pas et qui défient la communauté internationale, comme le Rwanda est en train de le faire. Et jusqu'à quand, monsieur le ministre? Espérons que ça se fera. Il y en a qui ont défier la communauté internationale pendant des années jusqu'au jour où ils ont eu la monnaie de leurs pièces. Regardez bien l'histoire. Monsieur le ministre,
Tiens, la même société civile du Nord Kivu vient encore de tirer la sonnette d'alarme en direction du gouvernement de la République. Une guerre est imminente dans les Nord Kivu, préparée à partir du Rwanda avec son supplétif, comme vous le dites, les M23. Est-ce que cette énième, xème sonnette d'alarme tirée par la société du Nord Kivu va recevoir une oreille réceptive de la part du gouvernement? En réalité, l'analyse me paraît quelque peu incorrecte. Ah bon? Dire que la guerre va commencer, c'est prétendre que la guerre a cessé depuis qu'elle a commencé en 1998. Monsieur le ministre. Non, la guerre a commencé en 1998. Et depuis lors, à part quelques atermoiements, la guerre n'a jamais cessé. Donc il ne faut pas faire comme ça une sorte de cadeau aux agresseurs en disant qu'ils ont cessé et qu'ils vont reprendre. Ils n'ont jamais cessé. La guerre a lieu, monsieur. Et c'est ce que j'ai dit à mes frères de la société civile du Nord Kivu. La guerre n'a jamais cessé. Et je parle comme membre du gouvernement. Il y a accalmie. Ça ne veut pas dire qu'elle a cessé. C'est peut-être qu'ils n'ont pas accès à toutes les informations. Chaque jour, il y a des clashs. Chaque jour, il y a des enlèvements. Chaque jour, il y a des rencontres, des échanges de feu sur terrain. Donc, il ne faut pas faire croire à l'opinion qu'à un moment donné, le Rwanda a cessé de nous faire la guerre. Maintenant, il faut peut-être amplifier, parce qu'ils voient leurs poulains en difficulté. Ils vont amplifier. Tout ce que nous pouvons leur dire, c'est que, comme nous le faisons, nous continuerons à le faire. Le Nord Kivu, Goma seront défendus comme il se doit. Ils ne peuvent pas avoir des craintes outre mesure. Leur armée, requinquée, est là pour ça. Avec ou sans l'appui d'autres forces. Nous espérons avec l'appui d'autres forces. Monsieur le ministre, il y a comme un ras-le-bol hein, au sein des couches socio-professionnelles congolaises. Comment vous réagissez devant cette demande hein, de ces collectifs d'avocats congolais qui demandent au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de décréter un état de siège, un état d'urgence, de déclarer purement et simplement la guerre au Rwanda? Je crois que c'est l'état de siège et l'état d'urgence, c'est une chose. Déclarer la guerre est une autre chose. Parlons d'état de siège et d'urgence pour commencer. Je sais que la société civile du Nord Kivu a articulé cette demande de la manière la plus officielle qui soit. Un document a été adressé au président, un autre a été adressé aux chambres législatives, et c'est à ces niveaux-là que ça se décide. Et donc, le président ayant promis de s'adresser à la nation dans les heures qui viennent, prenons patience et attendons la réponse qui sera réservée par la source à laquelle la requête a été faite et qui est la source autorisée en la matière pour savoir si elle sera positive ou négative, et si elle n'est pas positive, quelles sont les raisons qui poussent le président à ne pas prendre cette forme-là comme la forme idoine pour réagir à cette agression. Maintenant, s'agissant de la guerre, est-ce qu'il faut vraiment déclarer la guerre pour la faire? Nous faisons la guerre, il n'a pas fallu nécessairement la déclarer. Je vous assure que s'il suffisait de déclarer la guerre pour la gagner, eh bien, je ne pense pas qu'il y aurait de guerre dans ce bas monde. Nous sommes en train de faire la guerre. Je pense que c'est ça qui doit importer le plus. Sur la défensive, monsieur le ministre, parce que vous déclarez la guerre, vous vous mettez dans votre tort vis-à-vis de la communauté internationale. Regardez ce que la communauté internationale nous a apporté, malgré les faiblesses, malgré le caractère symbolique. Il y a eu des avancées vers la pacification d'une large partie du Kivu. Il y a eu des avancées vers la libération de Goma, de l'étreinte du Rwanda, grâce à la communauté internationale. Donc nous ne négligeons pas la communauté internationale. Il faut tenir compte des mécanismes qui nous permettent de rester en phase avec la communauté internationale. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous adoptons parfois une attitude de réserve pour rester en phase avec la communauté internationale. La guerre, elle est un tout. La guerre n'est pas seulement militaire. La guerre est politique, elle est économique, elle est diplomatique. Et donc il faut laisser le président, laisser le gouvernement, puisqu'on l'a élu pour cela. On a constitué un gouvernement à partir du Parlement pour cela. Faisons leur confiance. Ce n'est pas monsieur tout le monde, des groupes d'avocats ou ceci, cela qui vont venir répondre à tous les problèmes, n'ayant pas tous les paramètres que le président, le gouvernement ont
à leur disposition. En attendant, les FARDC resteront sur la défensive. Les FARDC ne sont pas sur la défensive, vous dites un mensonge. Les FARDC se battent. Puisque si elles étaient sur la défensive, vous ne me parleriez pas de Kanyamaoro et des menaces aujourd'hui. C'est parce qu'elles se sont battues qu'elles ont récupéré cette localité. Alors arrêtez de mentir sur le dos. En tout cas, vos informateurs doivent arrêter de mentir sur le dos des FARDC. La société civile ne peut pas dire ça parce qu'elle sait qu'elle a félicité les FARDC pour avoir pris Kanyamaoro. Ce serait alors contradictoire. Les FARDC attendent d'être attaqués pour répliquer et repousser plus loin. C'est une stratégie, pourquoi pas? Si c'est ça la stratégie qu'on a trouvée la plus efficace, ils ont le droit de l'appliquer. Personne ne peut leur dicter une stratégie. C'est eux qui se battent, c'est eux qui sont les spécialistes du combat. C'est le président qui conduit la chose, c'est lui qui a été élu. Il faut faire confiance aussi à ça. Ce n'est pas tout le monde qui a été élu pour mener des stratégies de combat. Alors qu'en est-il, monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, de cette déclaration du responsable du service des droits de l'homme de la MONUSCO qui estime que les condamnations après les procès qui ont été organisés à la suite des violations des droits de l'homme dans les chefs de certains soldats des FARDC en 2012 du côté des Minova, que les mesures qui ont été prises par la justice militaire congolaise sont timides. Nous avons un problème sérieux avec le responsable du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Scott Campbell. Nous nous réunissons souvent avec lui, des différents ministres. J'ai eu l'occasion d'ailleurs à une réunion de participer. Et on a l'impression que nous naviguons à deux niveaux. Nous considérons que tous les services spécialisés des Nations Unies, dont le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, ici en République démocratique du Congo, ont été institués pour collaborer avec notre gouvernement pour stabiliser la situation. Puisque c'est ça le nom du programme, MONUSCO. Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Mais pour des gens, certains officiels, nous nous félicitons beaucoup de l'apport en termes de stabilisation que nous recevons des Nations Unies. Il y a malheureusement certains officiels, et nous pensons que M. Campbell en est, qui viennent ici avec l'idée d'être en rivalité avec le gouvernement, pour démontrer que lui, ou son service, le Deus Ex Machina, celui qui fait tout, qui doit attirer les félicitations de la communauté internationale, et le gouvernement, c'est une bande de ploucs incapables, sur lesquels il faut taper tout le temps pour montrer en comparaison que seul le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme fait des choses et le gouvernement ne fait pas. On n'a pas désigné M. Scott Campbell ici comme inspecteur du gouvernement. On l'a désigné pour coopérer avec le gouvernement, pour pousser la défense des droits de l'homme, pour promouvoir les droits de l'homme. Il se comporte comme un inspecteur, il se comporte comme une ONG, comme un syndicat, la dénonciation médiatique. Et lorsqu'il dénonce, sur base souvent de la rumeur, nous demandons la collaboration. Voilà le problème. Nous disons c'est bien de dénoncer, mais c'est encore mieux pour les victimes de mettre à la disposition du parquet, qu'il soit civil ou militaire, les éléments de preuve qui nous permettent de donner de la substance au dossier du procureur civil ou militaire lorsqu'il présente ces gens devant les juges. Je vous assure que nous n'avons jamais reçu ces éléments. Il dit, lui, son rôle, c'est seulement de dénoncer. Mais s'il s'agit de dénoncer, que fait la presse congolaise? Que font les ONG congolaises? Si les Nations Unies doivent envoyer des gens ici pour jouer le rôle de la presse congolaise, jouer le rôle des ONG, nous voudrions alors qu'ils ne viennent pas, puisqu'on a déjà des gens pour dénoncer, au plan médiatique. Nous pensions qu'avec le personnel qu'ils ont, qu'avec les capacités qu'ils ont, ils pouvaient nous aider à donner des dossiers solides, parce qu'ils sont là à mettre la pression, puisqu'on a violé au mois de novembre, il faut qu'en janvier on ait jugé des gens. Mais ça ne se passe pas comme ça. Le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Le juge a besoin que le procureur lui donne des éléments correctement documentés. Ça peut prendre du temps. Mais si Scott Campbell et le bureau conjoint peuvent nous aider à écourter ce temps, pourquoi ils ne nous donnent pas les preuves de ce qu'ils arguent souvent? Ce qui se passe, c'est que sous leur pression, souvent, nos procureurs militaires, dans le cas de Minova, sont obligés de présenter au juge des dossiers incomplets, puisque les informations qu'eux disent connaître
ils ne les mettent pas à notre disposition, apparemment parce qu'ils ne les ont pas. Ils ont été pressés simplement d'annoncer au lieu de fouiller sérieusement. Et lorsque vous allez avec un dossier vide devant un juge, eh bien le juge fait son travail, pas de preuves, pas de condamnation. Et il vient encore à nous dire non, on ne condamne pas assez. Ce n'est pas une collaboration idéale pour nous. Nous dénonçons cela. Nous dénonçons cela, nous le lui avons dit, apparemment rien n'y fait, il veut toujours jouer au dénonciateur médiatique, faire son petit védétariat, ce n'est pas de ça que nous avons besoin en RDC de la part des Nations Unies. On a besoin d'experts qui collaborent avec nous, qui nous aident à remplir les dossiers de preuves qui nous permettent d'envoyer des criminels derrière les barreaux et non pas quelqu'un qui sont dans une course de végétariat avec nous. Ah, le gouvernement, c'est des incompétents, c'est moi Scott Campbell le compétent, je fais mieux, etc. Tout le temps des dénonciations médiatiques sans aucune substance. Voilà le problème que nous avons avec ces messieurs. Nous avons besoin de cette collaboration, de cette coopération, mais pas en termes de rivalité. Le gouvernement n'a pas à entrer en rivalité avec des gens qui viennent pour l'aider. Voilà le problème de perception. Il y a sérieusement un problème, ils doivent changer d'optique. La bonne justice, où qu'elle est, où qu'elle se tienne, et entre autres qualités, la lenteur, Monsieur le ministre? Je ne sais pas, il y a une école qui veut que l'on prenne le temps de rassembler des preuves. La bonne justice, j'ai dit. En tous les cas, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Et si nous avons des experts aux Nations Unies qui veulent servir la justice, ils doivent se détacher de ce végétariat-là, de vouloir être le premier à annoncer, de vouloir accuser l'autre parce que lui, il est le meilleur, etc. Ce n'est pas ça aider les Congolais à avoir une bonne justice. Ce n'est pas ça aider les Congolais à avoir leurs droits de l'homme défendus. Il faut aider la justice à accomplir son travail correctement, selon les règles de l'art. Et les règles de l'art en matière judiciaire ne sont pas les règles de l'art en matière de médias que Campbell et ses amis sont en train de poursuivre. Monsieur le ministre, à propos de la MONUSCO, que dites-vous devant cette décision du M23 qui apparemment a déclaré la MONUSCO persona non grata, indésirable à Rutshuru? Ils n'ont plus le droit de circuler là-bas. C'est une situation totalement inacceptable. Nous espérons que les Nations Unies, le Conseil de sécurité prendront la juste mesure du caractère inacceptable de ce défi de la part d'un groupe qui a été officiellement qualifié groupe négatif, force négative vis-à-vis de l'organisation mondiale. Si on laisse faire, c'est-à-dire que demain, nous ouvrons la route à toutes sortes de criminels de par le monde qui vont défier les Nations Unies de manière impunie et il n'y aura plus de droit international. Voilà, on va rendre l'antenne. Le temps nous imparti arrive à expiration, Monsieur le ministre. Il ne vous reste plus qu'à conclure vos propos depuis le début de l'émission. Je voudrais me féliciter de la perspective de la fin de cet exercice démocratique, patriotique qu'a été le forum des concertations nationales initié par le président. Ça va se terminer par ce grand discours que le président va faire devant la nation et devant les invités de la communauté internationale. Il y aura de grands invités et j'estime que tous les Congolais doivent se sentir concernés par les conclusions qui vont être prises demain. En tous les cas, qu'on les approuve ou qu'on ne les approuve pas, elles engagent la nation, puisqu'elles sont le fait d'un regroupement le plus grand possible des représentants des couches des forces vives de la nation, et elles sont le produit des cogitations du président de la République, qui est aujourd'hui le digne représentant de la République démocratique du Congo. Voilà, Monsieur le ministre, on va mettre un terme définitif à cette émission, mais vous êtes les patrons des médias, les ministres des médias chez nous. Que dites-vous devant cette plainte des médias de la FEC à Lubumbashi, c'est bien cela, en rapport avec la commission de la présidence sur la liberté de la presse, Monsieur le ministre? Ah, il s'est passé un événement très déplorable. D'abord, il ne s'agit pas d'une commission de la présidence, il s'agit d'une enquête judiciaire, donc des hauts magistrats du parquet général de la République, dûment mandatés par le procureur général de la République,
qui enquête sur des faits de pratiques de mauvaise gouvernance, de corruption, de concussion, au détriment de l'État, dans le chef de certains préposés de services publics, comme la DGDA, et de la part aussi de certains opérateurs économiques véreux. Et ces opérateurs économiques véreux, engageant de manière tout à fait abusive la Fédération des entreprises du Congo, se sont mis à faire pression pour faire obstruction à cette enquête judiciaire, utilisant même les médias pour appeler les gens à résister à une enquête judiciaire. Notre division provinciale à Lubumbashi, sur mes instructions, a rappelé nos médias à la raison, parce qu'il n'est permis à personne, pas plus aux médias qu'à quelqu'un d'autre, dans un état de droit, de faire obstruction à la justice. C'est quelque chose d'élémentaire. Et notre ministère ne tolérera en aucun cas qu'un média congolais soit utilisé pour faire obstruction à une action judiciaire. Il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire, personne ne peut attenter à cela. C'est ce qui a été rappelé. Je comprends que les opérateurs économiques véreux soient mécontents et multiplient les dénonciations, mais ils n'ont qu'à s'expliquer devant la justice. Lorsqu'une injustice vous est faite, vous avez la justice, et si celui qui est en train, devant qui vous comparaissez, ne vous semble pas impartial, vous devez recourir à un échelon d'appel ou de recours. Il y a des mécanismes qui existent, mais on ne peut pas, de manière délibérée, entraver une enquête judiciaire en cours en utilisant les médias. Ça, on ne peut pas l'accepter, ni au Congo, ni ailleurs. Voilà qui est clairement dit par les porte-parole du gouvernement, sous sa casquette des ministres et des médias. Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, je vous remercie d'être passé nous voir ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Merci. Live.